Nous reconnaissons que ce rendez-vous intitulé L'heure Nouveau se déroule sur le territoire traditionnel non cédé des peuples Kanyan-Keaka de la Confédération Haudenosaunee, Huron-Wendat, Abénaquis et Anishinaabe. Merci encore une fois, chers internautes, de répondre à ce rendez-vous à l'heure Novo, cet espace où on célèbre nos différences, où on essaie de mettre sur la table nos particularités à chacun. On va mélanger tout ça, n'est-ce pas? C'est ça qui fait notre force en tant que communauté. Et aujourd'hui, effectivement, on attend un grand événement. C'est le Nouvel An chinois, le 10 février 2024. Qu'est-ce que ça implique d'autre alors que le simple fait que ce soit juste un autre calendrier que celui dont la majorité se servent ici au Québec? Merci d'avoir répondu à notre invitation, Victor Yu. C'est comme ça que ça se prononce, hein? Oui, c'est parfait. C'est techniquement la meilleure façon pour prononcer mon nom de famille, c'est Yu. Ouais. C'est pas vraiment une date fixe à chaque année. Donc l'année passée, c'était fin de mois de janvier. En fait, ça respecte le calendrier lunaire. Donc on dit que le nouvel an chinois ou le nouvel an lunaire, c'est la première nouvelle lune. Donc, c'est quand la lune qu'on voit à l'extérieur, là, c'est complètement noir. Et le nouvel an chinois est célébré pour 15 jours. À la 15e journée, c'est quand il y a la nouvelle pleine lune, la première pleine lune. Le nouvel an lunaire, c'est aussi, on l'appelle en chinois le festival du printemps, la célébration du nouveau printemps ou l'arrivée du printemps. Et en contraste, je sais pas si vous connaissez notre deuxième festival le plus populaire en Asie, c'est le festival de la mi-automne qui se passe genre entre septembre et octobre. Là. Et ça, ce qu'appelle une célébration de l'arrivée de l'automne. C'est très, très similaire au Nouvel An lunaire. C'est que au fait, c'est en célébration pour la pleine lune. Généralement, c'est sur une journée. Et la raison pourquoi c'est une pleine lune, c'est qu'on dit que c'est le bon temps pour célébrer en famille, d'admirer la lune. Donc, vraiment, de passer du temps entre familles, c'est vraiment littéralement ça. C'est notre version de Action de grâce pour le mi-automne. Donc, ouais. Mais justement, Victor, ça nous fait penser au 1er janvier, par exemple, au Québec. Nous faisons généralement la fête en Oui. famille aussi, les repas, les feux d'artifice, on s'embrasse. Il y a des cérémonies religieuses Mhm. pour certains. On énonce, Oui. ne fût-ce que mentalement, hein, nos Ouais. résolutions pour ce nouveau chapitre. Est-ce que ça se passe comme ça pour le Nouvel An chinois traditionnellement? Est-ce qu'il y a des gestes coutumiers? Oui, Est-ce que c'est différent? c'est beaucoup plus élaboré au Mhm. Nouvel An chinois. C'est des préparations une semaine ou même 2 semaines avant le 10 février. Au fait, ça affecte toutes les cultures asiatiques. Au fait, ceux qui célèbrent le Nouvel An lunaire, là, c'est qu'on dit il faut qu'on nettoie la maison pour qu'on puisse débarrasser les mauvaises fortunes de notre maison. On fait la préparation pour la nourriture que le 9 février. C'est ça, c'est là qu'on célèbre en famille, mais juste plus de nos proches. Et après ça, le 10 février, c'est là qu'on mange. Ben, au fait, ça dépend des traditions chinoises, là, parce que moi, Ouais. je viens du sud de la Chine. Là. Nous, on mange surtout le premier repas du Nouvel An chinois, surtout végétarien, parce qu'on dit que ça aide à purifier notre corps en préparation pour le Nouvel An lunaire. Et après ça, on a notre gros repas. Et après ça, ça suit avec des grosses célébrations. Donc, on voit des amis, on voit nos oncles et tantes, c'est ça, des danses de dragon. Pas si tu sais, mais c'est l'année du dragon, donc c'est pour ça que oui. Est-ce que l'année du dragon, est-ce qu'il y a un sens derrière ce symbolisme-là du dragon? Oui, au fait, le dragon, c'est ça, c'est une signification de prospérité, de force, que on commence l'année fort. Mais ça dépend vraiment quel animal qui représente, disons, disons l'année du cochon.
On sait qu'un cochon, il mange beaucoup, mais on veut être sûr que nous, on n'a pas faim pour le reste de l'année. Tu sais. Quand on connaît du dragon, c'est vraiment être en force, préparer de façon forte, beaucoup de prospérité, beaucoup plus de fortune. Mais aussi le dragon, c'est genre rouge et or, là, qui est très représentatif du nouvel an chinois. Et quand tu portes du rouge, mais c'est parfait pour le nouvel an chinois. Donc. Est-ce qu'il y a d'autres endroits en Asie que d'autres pays qui suivent ce calendrier lunaire? Oui, des pays comme le Japon qui suivent pas vraiment le calendrier, mais parce que comme les Chinois célèbrent, donc les Japonais vont célébrer. Là. Juste pour nommer tout ce qui vient en tête, là, il y a aussi les Vietnamiens. Les Vietnamiens, ils l'appellent Tet. La semaine passée, il y avait une grosse célébration du nouvel an lunaire vietnamien. Il y avait plusieurs de mes abonnés, ils disent "Oh, bonne année." J'ai dit "Non, c'est pas encore la nouvelle année parce que au fait, c'est les Vietnamiens achètent des gâteaux en carré ou cylindriques parce que c'est quelque chose qui sont préparés par les grands-mères parce que c'est une tradition que les plus jeunes, ils ont pas cette patience-là pour préparer ça, mais et le monde fait juste acheter ça en préparant ça pour le nouvel an lunaire. Donc, c'est pour ça que des fois, on s'élève un peu tôt juste pour nous préparer pour le vrai nouvel an. Tout Ouais, un programme, hein? Tout un ouais, tout programme. un Merci programme. beaucoup, Victor. Sans vouloir projeter une image figée de la communauté asiatique ici au Ouais. Québec, Victor Ouais. Yu, c'est quand même une communauté qui est plutôt diversifiée. Et dites-nous, qu'est-ce qui fait Mhm. la force culturellement et socialement de cette communauté, en particulier aussi de la communauté chinoise ici au Québec? Ouais, très, très bonne question. Quand tu penses à ça, la communauté asiatique à Montréal, si je me rappelle, le dernier census, c'est à peu près 100 000, moins que 150 000. Le fait qu'on est beaucoup plus petit, on est plus une minorité comparé à Toronto ou Vancouver, où que la population asiatique, c'est comme un tiers de la population. On a vraiment cette mauvaise perception, qu'est-ce qui est vraiment la cuisine asiatique. Et souvent, on se met dans le même, comment on dit cette expression-là, Dans mais le on même se met plat, dans le on même met tout dans le même panier. panier, hein? Et il y a du monde qui pense encore, les non-asiatiques pensent que la nourriture chinoise, c'est juste du chow mein ou le général Tao. Mais on sait que c'est beaucoup plus riche que ça Mhm. parce que quand tu penses à ça, la Chine, c'est aussi gros que l'Amérique du Nord. Là. Le monde pense pas à ça. Ou la nourriture viette, le monde pense que c'est la soupe pho et les spring rolls, mais il y a tellement de soupes vietnamiens qui existent. Et souvent, on retrouve des plats vietnamiens qui sont très similaires aux plats chinois, mais juste qu'on appelle un peu différemment. Là. À cause de ça, ça nous donne vraiment cette motivation-là pour promouvoir vraiment plus notre culture et vraiment distinguer les différents types de Mhm. Mhm. notre culture et aussi nos traditions par Instagram. Vous voulez dire, c'est de vraiment faire découvrir les nuances qu'il y a d'une Ouais. culture à l'autre dans la communauté Mhm. asiatique. Genre qu'il y a des différences entre la communauté chinoise, la cuisine Oui, chinoise et la gastronomie qui vient du Vietnam, du oui, Japon aussi. exactement. Est-ce qu'il y a des nuances qu'on peut déjà citer pour les internautes qui nous écoutent, pour aussi les inviter à explorer ces Bien nuances-là, ces sûr. différences-là? Bien sûr, je peux t'en parler parce que je peux te donner mon petit speech que j'ai fait quand je fais des expériences culinaires du quartier chinois. Là. Donc, Charles te dirait pour le Vietnam parce qu'il y a une différence entre le nord, Oui, centre et bientôt, sud. j'espère qu'on va Ouais. pouvoir recevoir un représentant de la communauté vietnamienne, oui. Exactement. Donc, la Chine, tu peux être diviser en 8 régions. N'oubliez pas que c'est aussi gros que l'Amérique du Nord. Mais moi, Mhm. aussi, je vais le diviser en sud, centre et le nord. Parce que quand tu penses à ça, le sud, on parle de Hong Kong, Guangdong, Taïwan, Fujian. C'est à peu près la même latitude que le Mexique. Donc, on dit que le sud, c'est à les mêmes conditions, comme on dit que c'est l'été toute l'année longue. Donc, c'est pour ça qu'on utilise beaucoup de produits plus frais. Et aussi parce que à cause de l'humidité au sud, parce que c'est près de l'eau, tu dois préserver avec du sel. Donc c'est pour ça qu'on dit que le plus sont beaucoup plus salés, mais aussi c'est beaucoup plus frais. Aussi, on parle du centre de la Chine. Le centre, on parle de la cuisine sichuanaise. La cuisine sichuanaise, c'est un bon exemple du sud de la Chine, où que c'est quand même une cuisine qui devient de plus en plus populaire depuis les 10 dernières années. Et quand tu penses à la cuisine sichuanaise, au fait, ils partagent la même frontière que l'Inde. Donc, les toanissés, la cannelle, le clou de girofle, tous les ingrédients que vous pensez de la cuisine indienne, tu vas aussi retrouver à la cuisine sichuanaise. Une cuisine avec beaucoup d'épices à
assez varié aussi, hein? Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la cuisine sichuanaise, c'est une cuisine qui est mala, qui veut dire épicée et engourdie. Donc, un peu comme si je vais au dentiste, là, mais c'est aussi une cuisine qui est très, très aromatisée. Donc, aussi, si on pense un peu plus à l'est de la région sichuanaise, ce qu'on appelle la province de Hunan. Hunan, on dit que c'est une cuisine qui est 100% épicée parce que leur culture, c'est beaucoup dans un climat qui est plus sec. Donc, c'est pour ça que quand tu penses des conditions secs, c'est un peu comme le Mexique où il y a une grosse variété de piments. Et on même dit que des fois, des piments qui vont jusqu'à épicer jusqu'au niveau de Scotch bonnet ou même si vous connaissez votre échelle de Scoville, à 1,1 million. Donc, c'est assez épicé. Ce qui est bien avec la cuisine Hunan, c'est qu'ils n'utilisent pas vraiment l'acide comme vinaigre ou des produits fermentés. Comparé à la cuisine caraïbe où ils utilisent beaucoup de vinaigre et tout ça, ça aide à mélanger, à attacher, à rassembler les saveurs ensemble. Mais la cuisine Hunan n'utilise pas vraiment d'acide, donc on goûte à la fois la protéine, mais aussi les épices. Mais c'est très très épicé, mais tu peux vraiment le sentir les deux. Donc pour finir, le nord de la Chine, surtout le nord-ouest, a la même latitude que la Turquie, tous les pays qui terminent avec Stan, comme Pakistan, Afghanistan, Ouzbékistan. Eux autres sont connus pour les kebabs, comme vous connaissez les Oui, kebabs de la oui. Turquie. Ah, j'ai adoré, hein? Et c'est vraiment un très bon restaurant. Ça s'appelle Miran à Ville-Saint-Laurent. Je recommande fortement. C'est ça, ils partagent vraiment des plats très, très similaires, comme des jarrets d'agneau, le pilaf, les pains nan. Tu peux voir quand même la richesse de la cuisine chinoise que Donc, même moi, là, je peux apprendre. ce que vous nous dites là, Victorieux, c'est que toutes Ouais. ces variétés dans la gastronomie chinoise, ces différences d'un coin à l'autre de la Chine, on va les retrouver ici au Québec. Les cuisines Ici. que je viens juste de nommer, comme la cuisine hongkongoise, cantonaise, ça retrouve surtout au quartier chinois. Là. C'est facile parce que notre quartier chinois est très, très petit. Là. On va facilement retrouver des brochettes d'agneau sur Dingxiang, qui est au coin de Clark et Gauchetière, ouest. Après ça, tu peux retrouver la cuisine sichuanaise juste devant le restaurant des brochettes, ça s'appelle Shichili. Après ça, tu veux la cuisine cantonaise barbecue. Au fait, la cuisine cantonaise, c'est très influencé par les Portugais et les Britanniques. Là. Donc, c'est pour ça que les barbecues hongkongois, c'est très similaire à ce qu'on appelle le asado, le churrasco portugais. Donc, et ça, c'est à Dobiende qu'on peut trouver. Mais en tout cas, il y a aussi même des dumpling balls, que c'est des balls qui avaient une friture au bas. Donc, tu peux retrouver au panda doré. Donc, On a quand même beaucoup de types, des références. On peut aller exactement. découvrir. On était invité à aller découvrir. Franchement, allons-y. À vous entendre, Victorieux, vous êtes assez impliqué quand même dans la communauté Oui. asiatique ici à Montréal. Parce que moi, j'étais blogueur culinaire depuis 17 ans. Au fait, mon blog s'appelle randomcuisine.com. Au fait, c'était plus un projet quand j'ai commencé mes études à la maîtrise à McGill. J'ai fait ça pendant 10 ans. C'était plus des cuisines collectives où que j'avais du monde un peu partout. Et comme tu sais, l'université McGill, c'est très international. C'est ça, j'avais du monde du Brésil, Pérou, Mexique, Australie, Afghanistan, Partout, Suisse. oui. Ouais. Oui, et une raison pourquoi ça s'appelle Random Cuisine, c'est pour cette raison-là, parce que grâce le fait que je connais tellement de cultures, je dirais, j'en connais au moins 50. Mais en termes d'ingrédients techniques, des méthodes de Mhm, cuisson, donc juste vraiment avoir cette base-là, donc je suis capable de construire mhm. cette image-là des cuisines du monde. Donc, ouais. Très, très impliqué, mais c'est pour ça qu'en tant que créateur de contenu, c'est ça, souvent je partage mes découvertes, mais pas juste ça, mais aussi j'écris beaucoup. Pas vraiment des contenus que je suis payé, que je dis, hey, Oui, ouais, oui. c'est produit. Non, non. Vraiment que quand le monde arrive à Montréal, ou vraiment juste trouver des idées de quoi manger, quel Oui. restaurant y aller, au moins il peut utiliser mon Instagram. Et c'est pour ça que juste parler aux proprios, les chefs, les Mhm. staffs là-bas, vraiment c'est là que je commence à avoir plus une grosse appréciation comme la cuisine marocaine aussi. Là. Moi, je connaissais moins. Après ça, là, depuis que j'ai découvert la cuisine marocaine, j'en connais beaucoup plus et ça aide à connecter le monde. Donc, c'est ça. Absolument, absolument. Ouais. Quelles sont les activités auxquelles vous nous invitez ici
ici à Montréal et aux alentours aussi, pourquoi pas ailleurs au Oui, Québec. et on va commencer le plus gros qui va se passer entre le 9 et 11 février. Et il y a plein d'activités au quartier chinois. C'est ça, la majorité des rues seront fermées. Et c'est ça, il y aura des danses de dragons, feux d'artifice. C'est tout sur Facebook, sur le lien du quartier chinois. Et aussi, c'est aussi sponsorisé par Mural Montréal et Tourisme Montréal. Pas juste activités, mais aussi nourriture aussi, là, parce que c'est sûr qu'il y a plein d'Asiatiques ils ont aussi créé leur menu du nouvel an lunaire. Donc, on peut penser comme à la crèmerie Calem, comme je te parlais. Ils ont fait un genre de, je sais pas si c'est plus un sorbet ou une crème glacée aux fruits du dragon. L'année du dragon, pourquoi pas, fruits du dragon, c'est parfait pour ça. C'est une pâtisserie sur la rue Monk, à Villemort. Ça s'appelle Par Amour Pâtisserie. Ils viennent juste d'annoncer leur gâteau roulé pour, c'est ça, c'est un red velvet que le monde peut déjà précommander. Après ça, il y a la pâtisserie Riuet qui est au centre-ville près du quartier spectacle, où que c'est ça, tu peux commander des petits biscuits qui représentent certains symbolismes. Et après ça, le restaurant Teacher Foodie, où ils sont connus pour vendre des wontons qui sont déjà réfrigérés, mais ils ont déjà un genre de boîte découverte pour faire découvrir les traditions du Nouvel An chinois. Donc, plus que je suis impliqué comme créateur de contenu ou que je fais souvent promouvoir par mon Instagram parce que quand même j'ai quand même une grosse communauté qui sont intéressés à la culture asiatique. Et aussi, je partage souvent mes découvertes aussi sur la page Facebook qui s'appelle Local 4 à 8. Que c'est une page qui est créée par mon amie Laura et 3 autres personnes où qu'on partage surtout les personnes qui ont fait des menus à la nourriture asiatique, mais aussi les événements qui se passent à l'entour de Montréal. Donc, au moins s'abonner à la page, là, juste pour vraiment voir qu'est-ce qui se passe. Ouais. Plein de surprises, on sera gâtés. Allons-y, allons nous balader près du quartier chinois pendant cette période-là. Aux environs du 10 février, déjà ça commence le 9 février. Merci beaucoup, Victor Gu. Merci de l'opportunité de partager ma culture avec vous et votre audience. Encore une fois, bienvenue à l'espace L'Heure Nouveau, chers internautes et amis. Vous n'avez pas besoin d'être cinéphile pour avoir entendu parler de Bruce Lee, de Jackie Chan, Jet Li, Donnie Yen, ou plus près encore de nous, Simu Liu. Qu'est-ce que tous ces artistes ont en commun? Eh bien, on sait déjà qu'ils sont tous d'origine chinoise et qu'ils font la promotion de ce bel art martial, le Kung Fu. Justement, pour continuer notre spéciale rubrique L'Heure Nouveau Do, aujourd'hui en l'honneur du calendrier lunaire, le 10 février 2029 qui marque le Nouvel An chinois, nous recevons un professeur de Kung Fu ici à Montréal. En chinois, on dit Shifu. Shifu Max Rendine est là. Il est le représentant de la Fédération Shanwu ici à Montréal. Bienvenue à l'espace L'Heure Nouveau, Shifu. Bonjour, merci de me recevoir. C'est quoi le Shanwu, Shifu? Est-ce différent du Kung Fu et en quoi est-ce que c'est représentatif de la culture chinoise? Non, le Chanwu, c'est pas différent du Kung Fu, c'est une école de Kung Fu. Plus particulièrement, c'est le style de Shaolin. Puis le Chanwu, c'est dirigé par mon maître, Shu Hong, qui vit en Chine et ainsi qu'en Europe. Fait qu'il split son temps entre les deux. Le Chanwu, ça signifie l'unification le développement du cœur. C'est représenté par le mot Chan. Chan, c'est chinois pour zen en japonais. C'est un thème plus connu. Ici, le zen. Puis le wu, c'est le développement puis le renforcement du corps physique. C'est l'unification de ces deux-là qui mène à l'école Chanwu. Puis cultivation du cœur, ben c'est d'apprendre à avoir les bonnes pensées, utiliser les bons mots, les bonnes actions, les bonnes intentions. C'est toujours d'essayer d'être à notre meilleur. Puis on apprend à arriver à un très haut niveau de soi-même comme ça à travers l'entraînement physique, le wu. C'est appliquer la philosophie bouddhiste, pas nécessairement la religion. Le Chanwu vient du temple Shaolin, qui est dans la province de Henan, en Chine, et puis c'est dirigé par des moines bouddhistes, c'est ça. En Chine, le temple Shaolin, c'est là qui est né l'école Zen, qui était ramenée par le moine indien Bodhidharma en Chine.
Qu'est-ce que le Kung Fu représente dans la vie sociale, dans la vie quotidienne, dans la culture chinoise? Ben, le Kung Fu pour la culture chinoise, c'est comme le hockey pour les Canadiens. Okay? C'est quelque chose que tout le monde en Chine sont au courant, sont très alertes. C'est quoi? Ça représente quoi? Pour moi, d'après mes observations, après de m'avoir appliqué toute ma vie là-dedans, je vois que le Kung Fu représente vraiment le peuple chinois, leur tradition, leurs valeurs familiales. Une école de Kung Fu est dirigée vraiment comme une famille. Le Shifu agit vraiment comme le père de cette famille. Et puis, il y a les maîtres au-dessus du Shifu qui devient genre les grands-parents. Fait que c'est vraiment maintenir puis garder les valeurs familiales, de travailler fort. Pourquoi qu'on travaille fort dans la vie? On travaille fort parce que on veut faire ça pour le monde qu'on aime. On veut prendre soin de nous-mêmes puis de ceux qu'on aime. Fait qu'on travaille fort. Fait que le Kung Fu, c'est représenté partout dans la vie. Là. Puis le mot Shifu peut être appliqué pour n'importe quelle maîtrise. C'est pas juste pour les arts martiaux. Par exemple, un chauffeur d'autobus, ça peut être un Shifu. Un chef cuisinier, c'est un Shifu. Fait que c'est un terme qui est donné avec un marque de respect envers un expert dans n'importe quel domaine. Là. Très bon à savoir ça. Est-ce que vous êtes d'origine chinoise et comment est-ce que vous êtes venu à apprendre et puis à enseigner le Kung Fu? Moi, je suis d'origine italienne. Mes parents ont venu ici en 68. Fait que je suis première génération italien. C'est drôle, c'était ma première semaine d'école. J'étais à la maternelle. J'ai entendu un autre garçon parler qui faisait du karaté. Il a exagéré son histoire. Il a mentionné le nom Bruce Lee. Fait que ça m'a rentré dans la tête, le nom Bruce Lee. J'ai ramené ça à la maison. J'avais des questions pour mon père. J'ai dit, mon ami, ça a l'air qu'il apprend le Kung Fu avec Bruce Lee. Puis mon père s'est mis à rire. Il dit, mais non, c'est impossible. Suite à ça, quelques jours plus tard, il m'a amené au multivideo là, du quartier, puis on a loué tous les films Bruce Lee, puis c'était très violent pour un enfant de 5 ans, mais c'est pas la violence ou les combats, tout ça qui m'a marqué de Bruce Lee, puis de les arts martiaux qui m'a fait, ça partit la passion en moi, c'est pas nécessairement ça, c'est la façon que son visage dans les films, il montrait toujours qu'il était très sûr de lui, toujours prêt à faire face n'importe quel obstacle, et puis il était prêt à montrer ça, puis à apprendre des leçons à ceux qui qui demandaient de les apprendre. Hein. Mon père, il m'a amené à une école de karaté à l'âge de 5 ans. J'ai fait ça dans mes débuts. J'ai fait plusieurs années, 4 ans de temps. Et puis ensuite, il y a eu une école de Kung Fu qui a ouvert très proche de moi. Puis je savais que je voulais m'en aller vers le Kung Fu. Fait qu'à l'âge de 10 ans, j'ai switché pour le Kung Fu. Puis j'ai jamais arrêté. Fait que là, j'ai fait les arts martiaux. 39 ans de temps dans ma vie. J'ai fait plein d'autres arts martiaux en parallèle. Mais la passion, celui que je me suis toujours concentré le plus, c'était le Kung Fu. Puis le reste, c'était pour prendre des connaissances de les autres disciplines, juste pour être un professeur plus complète. Parce que même depuis l'âge de 9 ans, j'enseignais les cours. J'assistais à l'instructeur pour les cours d'enfants. Fait que ça part jeune. En ce moment, on disait que vous êtes le représentant de l'école Chanwu Canada, ici à Montréal. Et vos élèves ici, est-ce qu'ils sont aussi jeunes que quand vous avez commencé? Quelles sont les tranches d'âge? Est-ce qu'ils sont d'origine diverse? Oui, c'est ça, c'est d'origine diverse. On a tout. L'âge, ma plus jeune, elle a 5 ans. On a jusque dans les mi-quarantaines. J'ai déjà eu des plus jeunes, j'ai déjà eu des plus vieux. Filles, garçons, adolescents, hommes, femmes. La méthode d'enseignement, puis la façon que je veux partager ma passion, c'est pareil pour tout le monde. Je veux pas modifier les cours pour faciliter les standards pour les enfants. Je veux que dès le début, ils apprennent à faire face à ces obstacles, ces difficultés. Ça va leur aider beaucoup dans la vie, la résilience. Ils vont apprendre à être plus confiants. Pour moi, c'est une mode de vie de guerrier, là. C'est sûr que les cours sont plus exigeants pour les adultes, puis les standards aussi. Mais l'école, les cours, la matière reste pareil. Tant pour les enfants, tant pour les adultes. S'il y a des parents ou des jeunes qui nous écoutent en ce moment, qui ont envie de vous contacter ou de se lancer comme vous, comment est-ce qu'ils peuvent vous contacter? Oui, présentement, on est situé dans le quartier de Saint-Michel, tout près du métro Saint-Michel. L'adresse, c'est le 6955 boulevard Saint-Michel. C'est au coin de Bélanger. Ils peuvent me contacter par courriel. C'est chefou@chanwu.ca ou au numéro de téléphone 514-799-4578. Ils peuvent consulter sur notre site web aussi, le chanwu.ca. Tout ce qu'on fait, c'est pour nous rendre mieux, plus forts,
plus conscient de la vie, c'est quoi. Puis c'est mieux d'apprendre ces choses jeunes. OK? Les difficultés de la vie, faire face à l'adversité, avoir des obstacles à surmonter, ça leur aide dans les années de développement. Là. À l'école, ça leur aide à l'école à être plus concentrés, à avoir plus de confiance, plus de discipline de soi. Je reviens à ce que j'ai dit plus tôt, là, les valeurs familiales, le respect des traditions. C'est ça que j'essaie de partager avec les jeunes. Merci infiniment, Chufou Max, d'avoir participé avec nous à l'espace L'heure Novodo. Et nous rappelons que c'est l'espace de ceux qui agissent pour pouvoir faire évoluer leur société. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci tout le monde. Donc, merci à vous aussi, chers internautes et amis du Cercle Ouvert, L'heure Novo, d'avoir partagé ce beau moment avec nous. Cette édition est un peu plus longue qu'à l'habitude. Naturellement, nous avons en commun cette même flamme pour nos rencontres où nos différences non seulement sortent du lot et en même temps s'entremêlent pour un agréable potpourri culturel et social. Hein. À rappeler également que nous avons rendez-vous à l'école Shanwu, ici à Montréal, mais aussi au quartier chinois dès le 9 février à la veille du Nouvel An chinois. Et oui, c'est l'année du dragon qui commence. Allons donc tous et toutes découvrir toutes ces belles activités et spécialités gastronomiques délicieuses que nous prépare la communauté chinoise à Montréal. On se retrouve très prochainement et poursuivons notre voyage à travers le monde, ici au Québec, avec Bettina Perronon pour vous servir à l'espace L'heure Novo. À tantôt!